Bonjour à tous, on va faire dans cette vidéo le chapitre 2 d'économie de l'année qui est comment expliquer l'instabilité de la croissance. Alors, c'est un chapitre donc, qui s'inscrit dans le prolongement du chapitre précédent. Mais à la différence du chapitre précédent qui étudiait les déterminants de la croissance à long terme, on va étudier ici la croissance à court terme ainsi que ses fluctuations, ses variations. On se souvient que dans le chapitre précédent, on avait vu que ce qui déterminait à long terme la croissance d'une économie, c'était soit l'augmentation du facteur travail, soit l'accumulation de capital, ou bien l'amélioration de la productivité globale des facteurs grâce au progrès technique. On pouvait expliquer ce progrès technique grâce aux théories de la croissance endogène, puis on avait étudié enfin le rôle des institutions et des droits de propriété. Au final, pour résumer, c'était les déterminants de l'offre de biens et de services qui agissaient sur la croissance que l'on obtenait à terme. Ici, on va plutôt s'intéresser à la conjoncture économique, c'est-à-dire à la situation d'une économie à court terme. Et on peut faire déjà le constat de fluctuation économique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'accélération de la croissance économique ou de ralentissement. On peut constater qu'il y a des périodes d'expansion, de ralentissement, de récession et de reprise, et des périodes de crise. Alors on va essayer de mettre au clair certains points de vocabulaire. Vous avez ici, sur cette fiche, une présentation d'une fluctuation économique. La fluctuation économique, c'est l'ensemble de la vague que vous voyez là. Qu'est-ce qui vous est représenté? C'est un graphique qui vous présente le taux de croissance du produit intérieur brut, c'est ce qu'on appelle au sens strict la croissance, et son évolution dans le temps. Et puis on voit que la croissance augmente dans un premier temps, puis diminue avant de augmenter à nouveau. Alors, en utilisant un vocabulaire économique précis, on voit que l'expansion, c'est une période où le taux de croissance a tendance à augmenter, et on peut parler également d'accélération de la croissance. Au contraire, on peut parler d'un ralentissement au moment où on a toujours un taux de croissance positif, mais ce taux de croissance va être de moins en moins fort au fur et à mesure du temps. Si par exemple on avait une croissance économique de 5% par an et qu'elle devient plus que 1% par an, à ce moment-là, d'une année sur l'autre, le PIB continue à augmenter, mais il augmentera moins vite qu'auparavant. On parlera donc d'un ralentissement de la croissance. On parle de récession, au contraire, quand le PIB diminue d'une année sur l'autre. Vous voyez que vous avez alors un taux de croissance négatif d'une année sur l'autre, et c'est ce qu'on appelle une récession économique. Au contraire, cette récession va faire suite à une période de reprise où le PIB va progressivement augmenter jusqu'à connaître à nouveau l'expansion. Alors, si on essaie de voir les définitions précises, l'expansion, c'est la hausse du PIB à court terme, c'est-à-dire un taux de croissance positif. Le ralentissement de la croissance, c'est une baisse de la hausse du PIB, c'est-à-dire que le taux de croissance est plus faible qu'avant, mais ce taux de croissance reste positif. La récession, c'est une baisse absolue du PIB. Bon, les économistes considèrent qu'il y a récession quand le PIB, le taux de variation du PIB est négatif 2 trimestres consécutifs. Et la reprise, c'est le retour à un taux de croissance positif après une période de récession. Après, voyons le vocabulaire des crises. Alors, le vocabulaire des crises est un petit peu particulier. D'une part, on peut entendre le crise dans deux sens. Le premier sens du mot crise, c'est le point où la conjoncture économique se retourne, le moment où on passe d'une période d'expansion à une période de ralentissement, voire de récession, et à ce moment-là, le point de retournement, c'est la crise au sens strict. Après, on peut distinguer une crise au sens large, qui désigne une dépression, c'est-à-dire une période de récession longue, une période où l'activité économique est déprimée pendant longtemps. On a donc un taux de croissance nul, voire négatif, pendant une longue période. Donc vous voyez que on distinguera la récession de la dépression. La récession, c'est plutôt un phénomène court, tandis que la dépression, ou la crise au sens large, c'est un phénomène plutôt long. Le terme de crise économique, comme je vous le disais, a deux sens. Au sens strict, c'est le point de retournement de l'activité économique, et au sens large, c'est la période longue pendant laquelle l'activité est déprimée et le chômage élevé. Donc attention, si vous avez un sujet sur la crise, où on vous parle de crise, dans quel sens, posez-vous la question, dans quel sens on entend le mot crise? Est-ce au sens strict ou au sens large?
Alors, voilà le genre de document que vous pouvez avoir en lien avec cette petite introduction de vocabulaire des fluctuations économiques. Vous voyez ici un document qui vous présente les variations, taux de variation annuel du PIB en volume. Et ce qu'on attend de vous, c'est que vous identifiez quelles sont les périodes d'expansion, de ralentissement, de récession, de crise, hein, que vous identifiez bien la crise des subprimes. Et puis, vous voyez que vous avez le mot comparer dans le sujet. Alors attention, quand vous avez ce mot comparaison, de comparer quelque chose ou deux choses entre elles, c'est toujours voir d'un côté les points communs et de l'autre les différences. Donc la structure devrait être de deux paragraphes, un pour les points communs et un pour les différences. Une autre manière de présenter, vous avez les variations du PIB qui sont indiquées cette fois-ci en indice de base 100 et ces variations vous indiquent des fluctuations. Alors c'est quelque chose en indice un tout petit peu plus difficile à lire, mais normalement avec un petit peu d'attention, vous devriez vous en sortir. Maintenant, le cœur du chapitre, c'est d'essayer d'expliquer les fluctuations économiques, qu'est-ce qui fait qu'on a des mouvements d'expansion à certains moments et des ralentissements, voire des récessions ou des dépressions à d'autres. Eh ben, on va pour voir trois schémas explicatifs, l'un qui se base sur les chocs de demande, l'autre sur les chocs d'offres, et puis enfin on verra le cycle du crédit et comment est-ce qu'il amplifie les fluctuations économiques. Pour bien comprendre donc, ces deux premières parties sur les chocs de demande et d'offres, je voudrais qu'on reparte de quelque chose qui s'appelle l'équilibre emploi-ressources. Alors je vous rappelle que l'équilibre emploi-ressources, c'est quelque chose qui vous dit que quel que soit, comment dire, tout ce que vous avez utilisé dans une économie à l'intérieur d'un pays pendant une année, eh ben, ça a nécessairement été produit. Et il y a une égalité fondamentale qui est que l'offre globale est égale à la demande globale. Et donc l'équilibre emploi-ressources permet de formuler cet équilibre-là. Regardez, intéressons-nous d'abord à l'offre globale. L'offre globale, ça regroupe l'ensemble des biens et des services produits à l'intérieur d'une économie. Et on a soit une offre intérieure, c'est-à-dire la production des entreprises à l'intérieur d'un pays, production marchande ou non marchande. Je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle le PIB, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Ou bien on a une offre extérieure, c'est-à-dire que le pays peut également importer des biens et des services. Et donc cette offre globale, qui est l'offre intérieure plus l'offre extérieure, c'est égal au PIB plus vos importations. Dans l'autre sens, ces ressources vont être ensuite employées, utilisées, et il y a plusieurs solutions possibles. Alors au départ, ça peut être utilisé en consommation par les ménages, par les entreprises ou les administrations. On va noter cette consommation C. Euh, Ensuite, ça peut être utilisé en tant qu'investissement. Par exemple, vous êtes producteur d'une machine-outil, cette machine-outil va ensuite être achetée par une autre entreprise comme investissement, ce qui va lui servir à produire ensuite. Ça se rapproche de la notion de formation brute de capital fixe, la FBCF, qu'on avait vu dans le chapitre précédent. L'investissement pour les entreprises et des administrations, on note ça I. Ça peut également être stocké, cette production, et donc on va mesurer une variation des stocks. Et ben, cette consommation et cet investissement et cette variation des stocks vont former ce qu'on appelle la demande intérieure, c'est-à-dire ce qui est demandé par les agents économiques situés à l'intérieur des frontières d'un pays. Mais cette offre globale peut aussi être exportée vers d'autres pays. Et donc au final, on peut avoir une première définition de notre demande globale. Notre demande globale, ça va être à la fois la demande intérieure et aussi la demande extérieure. Et on peut noter l'ensemble, C plus I plus delta S plus EX. On peut également, vous pouvez trouver dans certains documents une autre formulation, c'est-à-dire que vous voyez ici qu'il y a la consommation et l'investissement. Et ben, on peut choisir de faire apparaître les dépenses de l'État de consommation et d'investissement. Regardez ça. C'est-à-dire que vous voyez que les administrations publiques, au sens large, l'État si vous préférez, va consommer, va investir. Et bien si on met ces dépenses publiques à part, on les note G pour Government Expenses en anglais, et ben on va obtenir une nouvelle forme de demande intérieure. Attention, ces deux formes ne sont pas équivalentes, c'est-à-dire que le C n'est pas tout à fait le même C, et en revanche on a remplacé l'investissement par la FBCF. Alors, c'est notre demande intérieure, la consommation des ménages, la FBCF sur l'investissement des entreprises, les dépenses publiques, et puis la variation des stocks. Et donc au final, vous voyez que cette deuxième écriture permet de faire apparaître les dépenses de l'État.
Venons-en maintenant à notre équilibre emploi-ressources. Qu'est-ce que ça nous dit, notre équilibre emploi-ressources? Ça nous dit que dans une économie, à la base, l'offre globale de biens et de services est égale à la demande globale de biens et services. Détaillons comme on l'a fait, on voit que l'offre intérieure plus l'offre extérieure est égale à la demande intérieure plus la demande extérieure. On a donc l'égalité suivante, le PIB offre intérieure plus les importations offre extérieure est égal à C plus FBCF plus G plus delta S, c'est notre demande intérieure, plus les exportations, c'est notre demande extérieure. Comme on aime bien avoir le PIB d'un côté, parce que d'avoir le PIB d'un côté, ça va nous permettre d'avoir du sens, hein, quand on se pose la question des variations de la croissance d'une économie, et ben, il suffit de faire passer les importations de l'autre côté. Et donc on obtient un équilibre emploi-ressources un tout petit peu modifié, où on a notre offre intérieure, notre PIB, qui est égal à notre demande intérieure, plus le solde de la balance commerciale, EX moins IM. Et ça, je veux que vous l'enregistriez. On verra plus tard qu'il y a un certain nombre de documents qui se basent sur cet équilibre emploi-ressources, et vous devez être capable systématiquement de bien distinguer ce qui est offre intérieure, offre extérieure, demande extérieure. Regardez, venons-en à un autre sujet. Eh bien, si on représente sous la forme d'un marché global des biens et des services notre économie, on peut considérer que le PIB, à un moment donné, c'est le point de rencontre entre l'offre globale de biens et services et la demande globale de biens et services. Le PIB, ça indique le volume de production d'une économie, et ce volume de production globale est échangé à un certain niveau général des prix. Je vous rappelle qu'une variation du PIB, ça va nous donner notre taux de croissance, et une variation de notre niveau général des prix, ça va nous donner notre taux d'inflation. Donc, au final, on va avoir le marché global des biens et des services. Voilà, bon, c'est ce que je vous ai dit. Venons-en maintenant au sujet. Alors, on a notre économie à la base qui est équilibrée. Vous voyez que notre PIB, il est déterminé par notre offre globale des entreprises et notre demande globale en consommation, en investissement, en dépenses publiques ou exportation, importation. Eh ben, vous pouvez avoir des chocs de demande négatifs qui vont provoquer une baisse du PIB, soit la récession, soit la dépression. Repartons de notre demande globale des biens et des services. Définissons-le d'abord. La demande globale d'un pays, c'est tous les biens et les services demandés par les agents résidents, c'est la demande intérieure, ou les agents étrangers, la demande extérieure. Et plus les prix sont faibles, plus la demande va être importante. Notre demande globale, c'est donc C plus FBCF plus G plus delta S plus EX. C'est ce que nous avons vu. Et bien, un choc de demande négatif, ça va être un événement imprévu qui va provoquer la baisse d'une ou de plusieurs composantes de la demande globale, par exemple une baisse de la consommation, et ce qui va provoquer une baisse de la demande globale elle-même. Donc, si par exemple la consommation diminue, notre demande globale va diminuer, et donc ça va faire baisser notre PIB et le niveau général des prix. Si on reprend notre schéma, on va voir qu'il va y avoir un déplacement de la courbe de demande globale vers la gauche, et on va voir graphiquement ce qui se passe. Regardez. On part donc de la situation orange, où on avait notre économie équilibrée, et supposons qu'entre 2010 et 2011, on ait un choc de demande négatif. Et bien regardez ce qui se passe en 2011, c'est la situation en vert. On arrive à un nouveau point d'équilibre qui va nous définir un nouveau PIB. Ce PIB en 2011 va être plus faible que celui en 2010, c'est bien une récession. Et le niveau général des prix en 2011 va être plus faible que celui en 2010, c'est donc une déflation. Et donc vous voyez bien que ce choc de demande négative, eh ben, ça provoque une fluctuation économique, laquelle? La récession ou la dépression. Maintenant, essayons de voir un petit peu plus en détail les causes, ce qui peut provoquer un choc de demande négatif. Dans ce tableau-là, vous allez repérer dans la colonne de gauche les différentes composantes de la demande globale. Consommation des ménages, investissement des entreprises, dépenses publiques, stock ou solde du commerce extérieur. Qu'est-ce qui peut provoquer la baisse de la consommation des ménages? Beaucoup de choses. Si vous baissez les salaires, si vous baissez le salaire minimum ou le taux de chômage augmente, dans ce cas-là, les ménages vont avoir moins de revenus, donc vont consommer moins. Si les revenus du capital des ménages diminuent, si le cours des actions baisse ou les taux d'intérêt baissent, et dans ce cas-là, les ménages vont recevoir moins d'argent de la part de leur capital, et donc les ménages les plus aisés vont arrêter de consommer. Si les impôts augmentent, les cotisations sociales augmentent, et le revenu disponible brut des ménages va diminuer, donc leur consommation aussi. Si les prestations sociales, etc., etc. Je pourrais continuer. Donc vous voyez que vous avez plein de facteurs qui peuvent faire que la consommation des ménages va diminuer. Et tout ça, c'est ce qui provoque les chocs de demande négatifs. Ensuite, passons aux entreprises. Qu'est-ce qui peut faire que les entreprises décident de moins investir?
Bah, d'une part, parce qu'elles vont avoir moins confiance dans l'avenir. Elles vont se dire, si je fais un investissement et que c'est la crise, ça ne va pas marcher. D'autre part, bah, si jamais les taux d'intérêt auxquels elles s'endettent pour investir augmentent, et ben, si les taux d'intérêt sont plus élevés, c'est moins rentable d'investir et donc les entreprises vont s'abstenir d'investir. Si les profits baissent, si les impôts sur les entreprises augmentent, pareil. Et puis enfin, les entreprises, elles sont très dépendantes de la disponibilité du crédit bancaire. Quand il y a beaucoup de crédits proposés par les banques et pas cher, et ben elles vont investir beaucoup. En revanche, quand il n'y a pas beaucoup de crédits bancaires, que les banques sont frileuses, et ben l'investissement des entreprises baisse. Un plan de rigueur, les investissements ou les dépenses de l'État qui baissent aussi, ça va provoquer un choc de demande négatif. Enfin, si les entreprises sont moins compétitives ou s'il y a une crise à l'étranger, elle va se transmettre à travers la demande et puis ça va être un choc de demande négatif qui va faire baisser également le produit intérieur brut d'une année sur l'autre. Regardez, vous avez ce document-là et vous avez une forme de décomposition du produit intérieur brut et de ses composantes. Qu'est-ce que c'est qu'une composante du PIB? Eh ben, c'est une des composantes de la demande globale. Et vous reconnaissez la consommation finale, vous reconnaissez la formation brute des capitales fixes et les exportations. Donc, je veux que vous voyez bien que ce tableau-là, ça vous dit que par exemple en 2003, si le PIB a diminué de 0,8% en 2003, c'est parce que la consommation des ménages pardon, si le PIB a augmenté de 0,8% en 2003, c'est que la consommation des ménages a augmenté de 1,6% et que la FBCF de 1,9% d'une année sur l'autre, mais que le solde de la balance commerciale était négatif, ce qui a ralenti la croissance. Bon, voilà. C'est le genre de truc qu'on est capable de vous demander. Donc intégrez bien ces différentes composantes de l'équilibre emploi-ressources et soyez bien capable de faire le lien avec des chocs de demande négatifs. Un exemple célèbre de choc de demande négatif, c'est la crise de 29. À la base, la crise de 29, ça part d'un effondrement du cours des actions. Et donc, il y a beaucoup de ménages américains qui avaient investi leurs économies dans les actions, qui perdent à la fois en capital et en revenus du capital. Ils ont moins de dividendes. Et donc, ils ont moins de ressources pour consommer. Ils ont augmenté plutôt leur épargne pour se protéger. Et donc, à la base, on a une baisse de la demande globale, ce qui provoque une baisse du PIB. Mais en plus, il y a un certain nombre de ménages et d'entreprises qui se sont retrouvés fragilisés et des banques qui étaient exposées aux actions ont fait faillite parce qu'elles avaient trop spéculé. Et donc, face aux faillites bancaires, les banques restantes vont être frileuses, vont assécher leur crédit aux entreprises. Il y a donc une baisse de l'investissement, une baisse de la demande globale, et ce qui accentue la baisse du PIB. Enfin, si jamais les entreprises font faillite et arrêtent d'embaucher, eh ben, il y a une augmentation du chômage, donc les ménages au chômage consomment moins, la demande globale diminue, le PIB diminue. Donc vous voyez que c'est une série de chocs de demande négatifs qui va faire qu'on va avoir une longue dépression, grâce à laquelle on sortira juste grâce au New Deal, donc au plan de relance de Roosevelt. Un autre exemple de choc de demande négatif, c'est les plans de rigueur en Grèce. Vous vous souvenez que la crise de la Grèce, elle commence par le fait que la Grèce devient incapable de rembourser sa dette publique à ses créanciers qui avaient acheté des titres de dette grecque. C'était quelque chose de relativement difficile à envisager parce que la Grèce faisait partie de l'Union européenne et il y a eu de fermes négociations avec le FMI et l'Union européenne qui ont abouti à 3 plans d'aide en 2010, 2012 et 2015. Bon, la structure d'un plan d'aide, c'est généralement que il y a certains créanciers qui disent on accepte de réduire ta dette, mais en échange, tu nous rembourses réellement et tu nous rembourses en premier. On parle aussi d'un rééchelonnement de la dette, ce qui consiste à, comment dire, plutôt que de rembourser une dette en 2 ans, on l'étale sur 20 ans pour donner les capacités à la Grèce à rembourser sa dette. Puis enfin, il y a eu des prêts d'argent. Mais il y a eu des contreparties, et notamment un plan de rigueur qui visait à rééquilibrer les comptes publics, le budget public. Et donc, vous avez eu une augmentation des impôts sur les ménages et les entreprises pour augmenter les recettes publiques, et puis il y a une baisse drastique des dépenses publiques, une baisse des retraites, une baisse des revenus de transfert en général, et puis une baisse des nombres de fonctionnaires, de la fermeture de services publics. Vous voyez que tout ça, ça provoque quoi? Ça provoque que la consommation diminue, les dépenses publiques de l'État diminuent, la demande globale baisse, donc le PIB baisse. C'est vraiment un choc de demande négatif très très fort. Donc vous voyez, choc de demande négatif, ça provoque des fluctuations économiques qui est la récession. À l'inverse, on a des chocs de demande positifs qui, eux, vont provoquer l'expansion. Regardez. Choc de demande positif, c'est au contraire un événement imprévu qui va provoquer l'augmentation d'une ou plusieurs composantes de la demande globale, et donc de la demande globale elle-même. Par exemple, on va prendre les entreprises ont confiance en l'avenir, donc investissent plus.
Donc la demande globale augmente, ce qui provoque une augmentation du PIB et une baisse des prix. C'est un déplacement de la courbe de demande globale vers la droite. Regardez, on reprend notre schéma. On avait notre situation initiale en orange qui correspond toujours à 2010. Mais cette fois-ci, il y a eu, par exemple, les entreprises sont très optimistes dans l'avenir et décident d'investir énormément. Et ben, dans ce cas-là, notre courbe de demande globale se déplace vers la droite. On arrive donc à un nouveau point d'équilibre où, en ce nouveau point d'équilibre, on constate que le PIB a augmenté entre 2010 et 2011, c'est donc de l'expansion, et le niveau général des prix a augmenté également, c'est donc de l'inflation. Donc expansion et inflation en cas de choc de demande positif. Des exemples, c'était le New Deal dont je vous parlais tout à l'heure. Pour relancer l'économie américaine qui était gravement en dépression, le président Roosevelt a décidé de faire un plan de relance massif en augmentant les dépenses publiques grâce à des grands travaux, en mettant en place des prestations sociales, etc., etc. Ça a fait quoi? Ça a fait que les dépenses publiques ont augmenté, la consommation des ménages a augmenté, l'investissement des entreprises a augmenté, ce qu'ensuite Keynes a théorisé sous le terme de multiplicateur keynésien. Donc au final, on a une forte hausse de la demande globale et notre PIB augmente fortement. Donc ça, c'est un choc de demande positif. On peut aussi prendre l'exemple du Fordisme. Alors l'idée du Fordisme, c'est de se dire que à la base, on sait produire en masse, mais la production de masse sans la consommation de masse, ça ne sert à rien. Et donc, pour arriver à la consommation de masse, on va augmenter le niveau des salaires. Ford avait mis ça en place en 1914 avec le $5 a day, donc ce qui doublait le salaire des ouvriers. Le but qu'il affirmait à terme, c'était que chaque ouvrier Ford puisse devenir propriétaire de sa voiture Ford. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, le Fordisme, c'était qu'on partageait la valeur ajoutée des entreprises en augmentant la part des salaires et en diminuant la part des profits. Ça permettait d'augmenter la consommation des ménages et donc la demande globale, et donc au final le PIB. Donc ça, c'est des exemples de chocs de demande positifs. Une fois qu'on a étudié les chocs de demande, on peut se poser la question des chocs d'offres. On va voir que les chocs d'offres provoquent également des fluctuations économiques. Alors, revenons à notre idée d'offre globale, c'est tous les biens et les services pouvant être offerts dans un pays, c'est donc notre offre intérieure plus notre offre extérieure, notre PIB et nos importations. Et ça va dépendre à un moment donné du coût des facteurs de production, du coût du travail, du niveau des salaires, des charges sociales. Disons, plus le coût du travail est élevé, plus l'offre va être faible à un certain niveau de prix. Plus le coût du travail est faible et plus l'offre va être importante. Mon coût du capital, ça dépend du taux d'intérêt, des consommations intermédiaires, des matières premières en particulier, et de l'énergie, en particulier du pétrole, et puis de la productivité, etc., etc. Alors déjà, on a des chocs d'offres négatifs qui vont provoquer la récession, donc qui sont à l'origine de fluctuations économiques. Regardez, choc d'offres négatif, c'est quelque chose qui va provoquer une baisse de l'offre globale et donc un déplacement de la courbe d'offre globale vers la gauche. Ça va se traduire non seulement par une augmentation des prix et par une baisse du PIB, donc une récession. On a donc bien une fluctuation économique. Si jamais, le choc d'offre, généralement, ça va augmenter les coûts de production des entreprises et généralement, elles vont réduire les investissements, réduire les embauches et donc ça va être quelque chose d'assez négatif pour l'économie. Graphiquement, regardons ce qui se passe. Graphiquement, vous voyez que dans le schéma suivant, la courbe d'offre globale se déplace vers la gauche, les prix augmentent, c'est de l'inflation, et le PIB diminue, c'est la dépression ou la récession. Par exemple, si les salaires augmentent trop vite, c'est un choc d'offre négatif. Si le taux d'intérêt augmente, si la fiscalité sur les entreprises devient plus lourde, si la productivité baisse parce qu'il y a moins de recherche, il y a des problèmes d'enseignement, etc., etc. Et puis, vous pouvez avoir également des catastrophes naturelles. Alors, on va étudier deux exemples en particulier. Premier exemple, les chocs pétroliers. Les chocs pétroliers, alors le pétrole, c'est une matière première particulière parce que c'est utilisé par toutes les entreprises, notamment dans le transport. Et donc, si jamais le prix du pétrole augmente, c'est les coûts de production de l'ensemble des entreprises qui augmentent. Regardez, les chocs pétroliers de 73 et 79, c'est des prix du pétrole qui vont être multipliés par 4 dans un premier temps, puis par 3. Alors, on partait d'un niveau très très bas, les prix du pétrole étaient très faibles, mais on passe d'une ère du pétrole faible à une ère du pétrole qui devient de plus en plus chère. Et donc, les coûts de production augmentent, l'offre globale des entreprises baisse, ce qui provoque une récession et de l'inflation. Deuxième exemple de choc d'offre négatif, c'est le tsunami au Japon qui a précédé l'accident nucléaire de Fukushima. Qu'est-ce que ça a provoqué tout ça? Ça fait qu'en une journée, vous avez des machines, un nombre incroyable de machines et de bâtiments au Japon qui ont été détruits. On estime à environ 6% du capital productif japonais qui a été détruit d'un instant à l'autre.
Et donc ça, c'est un choc d'offre négatif. Les entreprises ont ensuite moins de moyens pour produire. Et en 2011, le PIB baisse de 1%, donc on est donc en récession, alors que l'année d'avant, la croissance était de 4%. C'est donc bien, là on est parfaitement dans cette situation-là, où le PIB baisse et le niveau des prix augmente. Mais forcément, si on a des chocs d'offres négatifs, on a également des chocs d'offres positifs qui, eux, vont provoquer l'expansion ou l'accélération de la croissance. Ben, c'est exactement le mécanisme inverse. C'est quelque chose qui va faire qu'on va produire plus efficacement, moins cher, et donc on va être capable de produire plus. C'est un déplacement de la courbe d'offres globale vers la droite qui se traduit à la fois par une baisse des prix, donc désinflation ou déflation, et une hausse du PIB, c'est-à-dire l'expansion. Regardez ce qui se passe. Voilà, vous voyez bien, PIB augmente, expansion, et prix qui baisse, c'est-à-dire déflation. Par exemple, le Fordisme ou n'importe quelle nouvelle méthode d'innovation, d'organisation du travail. Ça fait que pour un même prix, on va produire plus. Par exemple, on va standardiser les pièces, on va standardiser les modèles, on va utiliser le convoyeur. La productivité augmente, les profits augmentent, et donc l'offre, on va être capable d'offrir plus de produits au même prix. C'est donc un choc d'offre globale qui provoque, s'il est étendu à toute l'économie, une augmentation du PIB et une baisse du niveau général des prix. J'espère que c'est clair. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc à la base, si vous avez un sujet sur qu'est-ce qui provoque les fluctuations économiques, vous avez les chocs de demande, positifs ou négatifs, et les chocs d'offres, positifs ou négatifs. Veillez à bien préciser dans quel sens vont les fluctuations économiques. Mais il y a quelque chose qui vient dans les économies contemporaines accentuer encore les fluctuations économiques, et c'est ce qu'on appelle le cycle du crédit. Je vous fais déjà quelques rappels. Je vous rappelle qu'une entreprise, elle a le choix à la base entre faire de l'autofinancement, ce qu'on appelle le financement interne, ou bien aller chercher à l'extérieur pour ses financements. C'est du financement externe. Où est-ce qu'elle peut aller? C'est faire du financement externe direct sur les marchés financiers en émettant des actions ou des obligations, ou bien indirect en contractant un crédit bancaire auprès des banques. Le crédit, c'est une opération dans laquelle une banque prête de l'argent à un emprunteur en étudiant sa capacité de remboursement. Et en échange, vous vous engagez non seulement à rembourser, ainsi qu'à un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, à la fois, c'est un coût pour l'emprunteur et c'est une rémunération pour le prêteur. Il y a toujours un risque quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, et ce risque, c'est ce qu'on appelle le risque de crédit, c'est le risque de non-remboursement. En général, plus on considère qu'il y a de risque, et plus le taux d'intérêt qu'on va demander en échange du crédit va augmenter. Eh ben, à la base, quand il y a de l'expansion, c'est-à-dire que lorsqu'on a un taux de croissance qui a tendance à s'accélérer, le crédit offert par les banques va augmenter, ce qui va accélérer l'expansion. Généralement, l'expansion, ça peut être accompagné d'une politique monétaire expansive. On a un taux d'intérêt directeur faible, et donc le coût du crédit est pas cher pour les ménages et les entreprises. Elles ont donc intérêt à s'endetter pour consommer, investir, et ça provoque une augmentation de la demande globale et donc de notre PIB. On est typiquement dans un choc de demande positive qui entraîne l'expansion. Si en plus, les ménages ont confiance dans l'avenir, les entreprises pareil, et les banques ont confiance, elles vont inciter à s'endetter. Et donc cet endettement des ménages, ça va à nouveau accentuer la croissance. Donc si vous avez de l'expansion, alors le comportement des banques accélère l'expansion. Mais cette augmentation du crédit bancaire, ça provoque des problèmes, ça déstabilise l'économie. Et il y a l'économiste Ayman Minsky qui parle d'un paradoxe de la tranquillité. C'est-à-dire qu'en période d'expansion, tout le monde pense que tout va bien, tout le monde a confiance dans l'avenir, tout le monde est persuadé que ça va bien continuer. Mais en même temps, tout le monde va prendre plus de risques. Et en prenant plus de risques, ça va déstabiliser l'économie et ça met en germe la crise future, ce qui va provoquer la crise future. Regardez, les banques vont prendre de plus en plus de risques en finançant des projets de plus en plus risqués, en se renseignant de moins en moins sur les emprunteurs. Les ménages, les entreprises vont s'endetter en excès. Donc, vont prendre 2, 3 crédits et puis vont prendre un taux d'endettement excessif par rapport à leur capacité de remboursement. Et puis, vous allez avoir des comportements spéculatifs. Alors, c'est quoi un comportement spéculatif? C'est des comportements où vous vous endettez sur de l'argent que vous n'avez pas et vous effectuez des paris sur le fait que tout le monde pense que ça va continuer. Du genre, le prix de telle action n'a jamais baissé, je parie qu'elle va continuer à augmenter. Ça marche jusqu'au jour où le prix de l'action baisse. Donc, on a un paradoxe de la tranquillité jusqu'à ce qui est ce qu'on appelle un moment de Minsky.
et qui vient, bah voilà, à la base on avait une économie qui était instable avec une bulle spéculative et pourtant on avait des agents qui étaient confiants. C'était paradoxal. Et il va suffire d'un événement apparemment anodin, apparemment mineur, comme on va annoncer une mauvaise nouvelle, une augmentation des taux d'intérêt, un mauvais indicateur, etc., etc. Et puis soudainement, tout le monde en même temps va passer de la confiance au pessimisme. Et donc, d'un coup, la bulle spéculative va éclater et les cours des actions vont baisser. Bah, si on prend par exemple la crise de 29, typiquement c'est ça. C'est une nouvelle de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui va provoquer le krach boursier de Wall Street, quoi. Et de la base, on se dit, bah, c'est pas très évident. Et ben, c'est un événement mineur qui provoque un moment de Minsky, le moment où tout le monde se dit, en fait, c'est la merde et ça va être la merde. Ça provoque tout ça une série de chocs. Bah, les baisses de pertes en capital, baisse en revenus du capital, donc baisse des revenus des ménages, baisse de la consommation, baisse du PIB. Faillite bancaire, baisse du crédit aux entreprises, baisse de l'investissement des entreprises, baisse du PIB. Augmentation du chômage, baisse du PIB. Donc on a tous les ingrédients pour une récession. Donc vous voyez que, voilà, c'est quoi là ce qu'on est en train de voir? Que le comportement de crédit des banques, eh ben, ça accentue les moments d'expansion. Et cette période d'euphorie fait place ensuite à une chute qui est très très rude. Et donc, pareil, le comportement des banques va accentuer la récession et risque de le transformer en dépression. Quand tout le monde est pessimiste et que les banques sont fragilisées parce qu'il y a plein de leurs crédits qui ne sont pas remboursés et donc elles deviennent elles-mêmes fragiles, elles risquent de faire faillite, elles vont refuser de prêter, elles vont devenir beaucoup plus suspicieuses sur la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes et donc elles vont non seulement très fortement limiter le crédit qu'elles proposent aux banques et aux entreprises, mais en plus elles vont augmenter les taux d'intérêt parce qu'elles considèrent qu'il y a un risque de non-remboursement beaucoup plus important. Et donc il se passe exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Alors qu'il faudrait une augmentation du crédit pour relancer l'économie, là vous avez un crédit qui s'effondre, plus de crédit, donc une baisse de la consommation, donc une baisse de l'investissement, donc une baisse du PIB. Ça vient accentuer la fluctuation économique. Et donc, on parle du cycle du crédit pour désigner le fait que les banques, quand tout va bien, elles accordent facilement des crédits, alors que lorsque l'économie ralentit ou rentre en récession, elles rationnent le crédit, ce qui vient accentuer les fluctuations économiques. Regardez, si on reprend notre schéma du taux de croissance du PIB, en marron-orange, là, vous auriez la fluctuation normale du PIB si jamais il n'y avait pas le comportement des banques, s'il n'y avait pas le cycle du crédit qui jouait. Vous voyez que l'expansion est modérée et la récession est modérée. Eh ben, le cycle du crédit, ça vient à la fois accentuer l'expansion grâce à l'augmentation du crédit en période où tout va bien, et ça vient accentuer la récession au moment où tout va mal parce qu'il y a l'assèchement du crédit. J'espère que c'est clair. Regardez, donc on nous demandait de présenter les idées directrices des principaux schémas explicatifs des fluctuations, choc d'offre, de demande, cycle du crédit. Bon, tout ça, on l'a vu. Les sujets, c'est toujours un peu les mêmes. Présenter un des mécanismes expliquant les fluctuations économiques, au choix, choc d'offre, de demande ou bien cycle du crédit. Comment peut-on expliquer les fluctuations économiques? Bon, vous pouvez faire grand 1, les chocs d'offre et de demande, grand 2, le cycle du crédit. Enfin, vous pouvez vous arranger un peu comme vous voulez. Ou bien les périodes d'expansion s'expliquent par des chocs positifs, les périodes de récession par des chocs négatifs, le cycle du crédit vient les accentuer. Bon, c'est toujours le même truc. Les variations de la demande expliquent-elles à elles seules les fluctuations économiques? Grand 1, elles en expliquent une partie, grand 2, mais il y a aussi les chocs d'offres et le cycle du crédit. Toujours les mêmes schémas, enfin voilà, donc c'est pas très très compliqué si vous avez ça, mais il faut quand même bien expliquer ces choses qui sont un peu techniques. Je vous demande de bien apprendre ces parties-là. La fin du chapitre nous demande d'étudier les mécanismes de la crise. Comment est-ce que ça se fait qu'on puisse passer d'une récession à la dépression, la déflation et le chômage? Alors, déjà, je voudrais remettre au point quelques points de vocabulaire. Je voudrais déjà vous rappeler, vous voyez qu'on a la crise au sens strict, mais là, ce qui va nous intéresser, comment est-ce qu'on passe d'une fluctuation temporaire à quelque chose qui dure plus longtemps? C'est ça ce qu'on va se poser comme question. Pour ça, attention, je vous donne un autre schéma. Je vais vous rappeler des choses par rapport à l'inflation. Je vous rappelle déjà que l'inflation, le taux d'inflation, c'est le taux de variation du niveau général des prix. Quand les prix augmentent d'un trimestre sur l'autre, on va parler d'inflation. Mais si jamais ce taux d'inflation diminue mais reste positif, on va parler de désinflation. Par exemple, si on avait une inflation à 5% et qu'elle passe à 1%, les prix continuent d'augmenter mais moins vite qu'avant, c'est de la désinflation. Attention à ne pas confondre avec la déflation, c'est la baisse absolue du niveau général des prix. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que la récession et la déflation sont liées?
Comment est-ce qu'une baisse du PIB entraîne une baisse du niveau général des prix? Eh ben, on a vu dans une situation particulière, c'est qu'à la base, un choc de demande négatif, vous voyez que ça provoque à la fois une baisse du PIB et une baisse du niveau général des prix. Euh, on peut considérer, regardez, à la base que, en apparence, la déflation, ça peut paraître positif. En effet, si les prix baissent, vous avez plus de pouvoir d'achat et donc vous êtes incité à consommer. Si les prix baissent, les entreprises les moins résistantes vont faire faillite, ce qui va, entre guillemets, assainir l'économie. Et puis enfin, si les prix baissent, le taux d'intérêt directeur qui guide la politique monétaire va diminuer pour essayer d'augmenter le crédit et donc augmenter le niveau du PIB et le niveau des prix. Donc normalement, si tout se passait bien, eh ben, une déflation, ça pourrait créer les conditions de la reprise économique. Mais, en fait, non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. La déflation, ça entraîne le contraire, ça entraîne la dépression. Regardez ce qui se passe. En fait, la déflation, eh ben, à la base, c'est une baisse des prix. Mais si les prix, vous anticipez une baisse des prix durable, que d'une année sur l'autre, les prix vont baisser et baisser et baisser, eh ben, à ce moment-là, vous n'avez plus intérêt du tout à consommer ou à investir. Vous avez intérêt à attendre et donc à épargner. Et si vous épargnez plutôt que de consommer ou d'investir, eh ben, votre demande globale, elle va baisser, donc le PIB va se casser la gueule. Et c'est une dépression. En plus, la déflation, c'est très très mauvais si vous avez des dettes. En effet, vous êtes endetté à un moment où les prix étaient élevés, et avec la déflation, donc les prix baissent, donc vos revenus baissent. Et vous devez rembourser toujours le même montant, mais avec des revenus de moins en moins importants. Et donc, vous risquez de ne pas rembourser votre dette, et ce qui va provoquer la dépression. C'est ce qu'on appelle la déflation par la dette. Enfin, il peut y avoir un lien entre dépression et chômage, c'est assez évident. C'est que lorsque la croissance est faible, voire diminue, eh ben, les profits des entreprises baissent, elles sont obligées de licencier pour restaurer leur marge, ça provoque du chômage. Ça provoque aussi des faillites, ce qui entraîne du chômage, et donc on consomme moins, donc le PIB diminue. Donc la dépression, ça entraîne nécessairement le chômage. Voilà. Le programme nous demandait d'analyser les mécanismes cumulatifs, attention au terme cumulatif, qui sont susceptibles d'engendrer déflation et dépression. C'est-à-dire, c'est quoi les mécanismes cumulatifs? C'est montrer pourquoi est-ce que la déflation ça entraîne la dépression et pourquoi la dépression ça entraîne la déflation. Un exemple de sujet, vous montrerez par quel mécanisme la déflation peut entraîner une augmentation du chômage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, sur ce thème. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite de bonnes révisions.